Bienvenue dans Détour d'été, un podcast en 5 épisodes de Peuple et Culture, soutenu dans le cadre de l'été culturel 2023 par le ministère de la Culture. Cet été, des artistes, parfois complices depuis longtemps, nous ont rejoints pour proposer des stages, des ateliers, balades comptées et autres joyeuseries qui intègrent pleinement nos partenaires du champ social et solitaire. Au fil de l'été, nous avons fait des tours et des détours sur le territoire pour rencontrer ces artistes, les interroger sur leur démarche artistique, leur vision des droits culturels, leur engagement personnel. Autant de visions singulières qui incitent à penser la culture au pluriel. Pour ce nouvel épisode, nous rencontrons Julien Cordier. Julien est illustrateur, scénographe, marionnettiste, bref, un artiste éclectique. Il retrouve cet été Peuple et Culture Marseille pour proposer à un groupe de jeunes des ateliers d'images animées dans le cadre d'un stage autour du sport et de l'olympisme. L'idée, s'enrichir de la découverte de films pour soi-même créer ses propres images. Nous l'avons rencontré en plein centre de la cité phocéenne, entouré des bruits de la ville et des souffles du Mistral. Bonjour Julien. Bonjour. Comment ça va ? Ça va, merci. Est-ce que tu peux te présenter un petit peu ? Où est-ce que tu habites dans la vie ? Oui, donc je suis Julien Cordier, j'habite dans la forêt vers Aix-en-Provence. J'ai longtemps habité à Marseille, j'ai fait mes études à Strasbourg et j'ai grandi à Colmar en Alsace. Et donc je suis illustrateur et donc artiste plasticien. Et puis aussi je fais... j'ai d'autres activités telles que la marionnette, aussi je construis des structures en bambou, des pergolas. On aura l'occasion de venir un peu sur la multiplicité de ce que tu fais, enfin la variété, c'est hyper intéressant. Mais d'abord, moi je voulais savoir depuis quand tu es en lien avec Peuple et Culture et depuis quand vous collaborez, parce que là vous faites un projet pour l'été culturel, mais c'est pas la première fois que vous collaborez. J'ai travaillé avec Peuple et Culture de manière ponctuelle, mais jamais au long cours sur des projets réguliers. C'est la troisième fois que je mène un projet avec eux, mais sur une période de 20 ans à peu près. Une fois j'ai animé un atelier de peinture en milieu, dans une cité à Marseille. Une fois un autre atelier ici même à Cocovelten, donc dans le quartier Porte d'Aix, et puis encore une fois l'atelier d'animation. Et sur cet été culturel, qu'est-ce que tu proposes justement avec les jeunes ? Donc là, je propose un atelier de dessin animé, d'initiation au dessin animé, aux enfants qui ont entre 10 et 14 ans de découvrir comment on fait un film d'animation et comment on adapte un scénario, une histoire en tout cas, comment on adapte une histoire en scénario et un scénario en film. Et vous faites sur un thème en particulier, il me semble, Oui, la flamme, du coup, on travaille sur le thème de l'olympisme et des valeurs qui sont véhiculées par l'olympisme. Il y a des discussions qui sont nées un petit peu à propos de ça. Toi-même, est-ce que ça te parle ? Alors moi, je connaissais pas vraiment les valeurs de l'olympisme avant de commencer à prendre en main ce projet. Mais en fait, je les connaissais, mais je savais pas que c'était les valeurs de l'olympisme. En fait, j'ai découvert que les valeurs de l'olympisme, il y en a énormément. Genre, l'important c'est de participer. C'est pas de gagner, mais de participer. C'est une valeur de l'olympisme. Et ça, on la connaît tous, sans savoir que oui, c'est une valeur de l'olympisme. Ou une autre valeur de l'olympisme, c'est l'égalité des peuples. Et quel lien tu fais entre l'art et le sport ? Personnellement, je considère que l'art est un peu partout et que tout est art. Pour moi, il n'y a qu'un seul art, c'est l'art de vivre. Et quoi qu'on fasse,
on peut faire quelque chose de manière artistique. Par exemple, mener une interview, ça peut être considéré comme un art. En fait. Quelle que soit la discipline, il y a des manières de le faire qui sont plus ou moins de qualité, ou enfin plus ou moins artistiques. Et je voulais dire aussi, par exemple, il y a les arts martiaux. Donc les arts martiaux, déjà c'est considéré comme d'emblée, c'est dit comme un art, quoi. Le patinage artistique, c'est aussi justement, mais artistique pour dire c'est pas seulement du sport, mais je pense que il y a pas mal de sportifs qui envisagent aussi leur discipline comme une forme d'art. Et aussi la sculpture de soi. Je pense aussi les athlètes peut-être ils abordent aussi leur pratique dans une sculpture de leur propre corps. Et ça, ça demande du travail, ça demande peut-être une forme de quelque chose qui se rapproche d'un travail artistique qui demande un effort, un travail, qui demande qui est une recherche vers un objectif. Et si on étend un petit peu à toute ta pratique, tu travailles beaucoup sur des choses comme l'olympisme, des choses qui sont connues quelque part, et tu les retravailles. Tu retravailles ces récits qui structurent un peu nos sociétés, et puis tu joues avec elles, tu les distors, et on retrouve pas mal de récits païens, de diablotins, des personnages hybrides, tu travailles aussi sur les métamorphoses d'Ovide. Justement, le propre de la pensée mythique, c'est de s'exprimer à l'aide d'un répertoire dont la composition est hétéroclite. C'est Claude Lévi-Strauss qui dit ça. Cette idée d'hétéroclite, un peu d'hybride, pourquoi elle te parle à toi ? Je pense que je m'intéresse aux histoires, aux mythes, aux grands mythes fondateurs, parce que c'est dans ma pratique de l'illustration, en fait, c'est beaucoup ça, c'est s'approprier des textes, s'intéresser à des textes, et puis comment on les traduit visuellement, comment on les illustre. À faire tout le temps le lien entre les mots et les images. Ouais, c'est ça. Et justement, en fait, ça fait écho à ce que vous faites dans ces ateliers, puisque vous essayez de créer un récit justement avec... Oui, c'est ça, c'est de l'illustration. Sinon, j'ai animé des ateliers pendant 3 ans en école maternelle, des ateliers réguliers. Donc c'était 2 après-midi par semaine. Et ça, j'adorais, c'était vraiment bien. Et j'avais vraiment le sentiment d'apporter quelque chose aux enfants, au niveau de la motricité fine, puis juste au niveau du dessin. Parce que justement, les enfants de maternelle, on dit toujours, les enfants, ils adorent dessiner, ils ont beaucoup d'imagination. Mais en fait, il y en a beaucoup qui s'arrêtent, puis ça s'entretient. Enfin, justement, c'est un bon moment pour leur apprendre à dessiner. Leur donner la confiance aussi. Ouais, leur donner la confiance. Et en fait, là, franchement, j'étais trop à ma place. C'était l'âge qui te Ouais. Et je suis arrivé là un peu... J'avais pas conscience que j'aimais ça. Enfin, on m'a proposé d'animer ça en maternelle, des ateliers en maternelle, et du coup, j'ai accepté. Et j'ai vraiment réalisé que j'avais vraiment ma place là. C'était une bonne chose. Que j'apportais par rapport à ce que je suis en tant qu'illustrateur. J'ai vocation à transmettre le dessin à des enfants. Ouais, c'est beau ça. Ouais, mais je pense que tous les dessinateurs, il devrait y avoir des dessinateurs, enfin plutôt des gens qui font de l'illustration, mais pour apprendre aux enfants à dessiner des chats, des chiens, des spirales, des poules, n'importe quoi, tu vois.
Et parce que là, c'est le meilleur moment pour développer leur langage. C'est aussi l'âge où on apprend à compter, à écrire, et pourquoi pas dessiner, mais vraiment. Et pourquoi pas la musique aussi, c'est dommage, on devrait apprendre la musique. Et même la philosophie aussi. Justement, il y a un film que j'adore qui s'appelle Ce n'est qu'un début. Et c'est une prof de maternelle qui fait de la philosophie avec les enfants de maternelle. Elle a un petit rituel, elle allume une bougie. Et c'est la séance de philosophie qui commence. Et alors, elle les fait parler sur la mort et l'amour, beaucoup dans le film, dans le documentaire. Et c'est génial tout ce que les enfants ils sortent sur ces notions de philosophie vraiment qui essentielles, quoi. La mort et l'amour. En plus, les sons se rapprochent, mais les enfants de 4 ans, de 3 ans, ils ont des choses à dire très importantes là-dessus. Ils peuvent s'exprimer là-dessus, parce qu'ils ont déjà conscience de la mort. Ils ont tous vu une fourmi, ils ont tous tué une fourmi, enfin plus ou moins. Non, peut-être pas tous, mais enfin, ils ont tous vu un animal mort, ou même leurs grands-parents ont pu mourir, ou leurs grands-parents. Ils ont quelque chose par rapport à ça, ils savent ce que c'est et ils peuvent en parler. Et moi je suis pour enseigner la philosophie et les arts dès le plus jeune âge, comme on leur apprend très bien les maths et puis à écrire, à lire. Oui, parce que ça enseigne d'autres choses aussi, justement ça... Et c'est ça qui est intéressant dans les arts, c'est que les arts, un dessin, normalement, tu ne le notes pas. Alors ça, c'est une grave erreur de noter les dessins, quoi. Mais par exemple, moi, quand je suis rentré aux Arts Déco, d'un coup, on n'avait plus de notes, c'était fini. Et ça, par rapport à la fac, j'étais trop content d'être en école d'art et de plus être noté. C'était une libération, c'était vraiment... Et je voyais des gens qui étaient en art plat, en fac d'art plat, et ils étaient là, ouais, j'ai eu 10,45, j'ai loupé mes partiels. Ah ouais. T'es là, mais c'est pas possible, c'est complètement scolaire, c'est limitant. C'est limitant. Et puis, en fait, les dessins, moi je note pas les dessins, en fait, tu évalues un dessin, tu l'évalues. Voilà. Tu donnes une appréciation, tu fais une critique. Quand tu fais des ateliers ou quand tu te confrontes justement à un public, qu'est-ce que toi ça t'apporte? Dans quelle posture tu te mets justement? Alors, quand je donne des ateliers, je me mets dans une posture de dialogue et de rencontre avec les participants. Parce que, en fait, c'est plus eux finalement qui doivent. Moi, je suis là pour les stimuler à s'exprimer, développer quelque chose qu'ils ont en eux, plutôt que leur dire de reproduire à l'identique ce que je vais faire. Déjà, j'ai pas le temps. Parce que souvent, quand je leur montre un exemple, je suis tellement speed que je fais c'est tout pourri ce que je fais. Du coup, ça sert à rien. Du coup, c'est plus un dialogue. Je pose beaucoup de questions. J'essaie de vraiment rencontrer les enfants ou les participants. Ouais. C'est plus ça en fait. Et là, c'est ça qui permet justement. C'est un catalyseur, la rencontre, le dialogue, l'échange. Alors j'essaye. C'est pas toujours évident, mais mon idée c'est ça. Je trouve que ça marche beaucoup mieux comme ça. Qu'est-ce que ça t'apporte justement là, par exemple, vous avez pu avoir des discussions sur... Par exemple, ce matin, je disais, je comprenais pas trop où elle voulait en venir sur une animation. La petite fille, c'était Eva, et du coup, je lui ai dit finalement, j'étais pas trop d'accord avec ce qu'elle faisait, et puis ça bloquait, et je lui ai dit écoute, vas-y, fais comme tu le veux, et puis si ça échoue, tant pis. Elle va apprendre de son échec, et c'est normal que tu vois, on peut pas. L'important c'est de participer. Et aussi, il y a des moments, non, ça marche pas, et puis, mais c'est justement à ça que ça sert l'atelier, c'est que
On est là pour apprendre, on n'est pas là que pour réussir. C'est ça le chemin. Et ça, de toute façon, c'est tous les artistes, quoi. On échoue tout le temps avant d'obtenir un résultat. Avant d'obtenir un résultat, en fait, on fait des quantités de projets qui partent à la poubelle. Ça fait partie du processus. Pareil, le chanteur ou les musiciens, ils répètent. Donc c'est autant de brouillon que de papier jeté à la poubelle, en fait. Tu répètes jusqu'à ce que... Et pareil, on revient au lien avec le sport. Là, le sportif, il s'entraîne. Il s'entraîne. C'est beaucoup de répétitions. C'est beaucoup de répétitions. Et du coup, dans les ateliers, oui, c'est normal. Ouais, non, ça marche pas. Tant pis, c'est pas. Mais c'est pas. Moi, c'est ça que j'essaye de leur faire comprendre aux enfants, c'est que c'est jamais du premier coup que ça réussit et que l'échec fait partie. C'est pas on a le droit d'échouer. Personne n'a réussi du premier coup. Personne n'a réussi du premier coup. Et en fait, c'est ça qui est normal. Et moi, ce que je rencontre beaucoup dans les ateliers que je donne, que j'anime, c'est les enfants je dois leur dire, il faut que tu essayes. Parce que des fois, des enfants, l'enfant, il me dit, je n'y arrive pas. Tu peux pas y arriver. Tu peux pas arriver sans essayer plusieurs fois. Il fait, j'y arrive pas. Ah ben oui, tu n'y arrives pas parce que tu as peur de l'échec. Il y a ça. J'y arrive pas parce que c'est un blocage. Quand un enfant il dit j'y arrive pas, c'est que alors moi je lui dis il faut essayer. Avant d'arriver, il faut essayer, se tromper plusieurs fois. Et au bout d'un moment, tu vas y arriver, mais tu y arriveras pas au début, tu y arriveras à la fin. C'est ça. Et toi, c'est quoi le rapport que tu entretiens avec l'échec ? Est-ce que ça a toujours été simple comme ça ? Est-ce que ça a toujours fait partie de... Non, c'est dur. Ouais. Non, c'est dur. Tu as encore du mal aujourd'hui à accepter des fois que ça fonctionne bien. Ah ouais, moi je trouve que c'est pour moi, moi j'accouche chaque œuvre, chaque dessin, c'est un accouchement, c'est long. C'est un long cheminement. Le dessin, il sort pas tout seul. Il faut que je le refasse. Il faut que je fais des brouillons, que je jette. Je reprends la composition va pas, je la reprends. Le regard va pas, ça c'est trop haut, ça c'est trop bas, ça c'est trop sombre, trop clair. Il faut reprendre. C'est long, c'est super long. Au bout d'un moment, ton esprit sature, il faut que tu ailles faire une balade, que tu te reposes, tu n'as plus la force aussi. Du coup, il faut reprendre le lendemain. Ouais. C'est long. C'est toujours cette idée de répétition dont tu parlais aussi. Des fois, tu construis quelque chose, tu vas tordre un bambou, tu vas vouloir cintrer un bambou, tu vas forcer, tu te forces trop, ça casse. Il ne faut jamais forcer. Moi, je pensais que j'allais avoir plus de facilité avec l'expérience, et en fait, non. Alors, c'est toujours aussi dur. Je pense que j'ai plus de facilité pour certaines choses. Il y a des choses qui vont plus vite. Mais l'œuvre, l'œuvre ne se crée jamais simplement. C'est jamais facilement. C'est jamais du premier coup. En tout cas pour moi. En tout cas pour moi. Et puis tu fais jamais la même chose à chaque fois. Donc c'est toujours à chaque fois un renouvellement. Donc. Après, en plus, je fais pas la même chose à chaque fois. C'est jamais la même image. Je reprends jamais une image. Je fais tiens, je vais refaire la même image. Ou alors si je travaille une image, je la travaille, je la reprends, je la recommence jusqu'à ce que je trouve une forme satisfaisante. Et après, c'est vrai, j'ai pas une approche très spontanée du dessin. Je dessine pas comme Basquiat. Je me drogue pas pour dessiner. Je peux pas. Ou par exemple Jackson Pollock, je sais pas si vous voyez, il prend sa enfin tu vois, c'est pas, moi je dessine pas comme ça, c'est pas du tout, il y a pas de spontanéité dans ce que je fais. Ah ouais, c'est marrant. Enfin, tu penses vraiment les dessins avant de les dessiner ?
Ouais, c'est de la composition, je compose, je stylise les choses, je me documente. Il y a des proportions à respecter, j'ai des personnages, il faut que d'une image à l'autre, ils soient ressemblants. Si je fais un dessin animé, il faut que ça s'anime, il faut que ça soit... C'est rigoureux. Et tu dis je me documente, c'est-à-dire que tu vas chercher des inspirations? Ouais, si je dessine un chat angora, je vais aller voir les chats angora. Si je dessine un dromadaire, si je dessine... je me documente, je suis obligé de me documenter. J'ai pas tout en tête. Ouais. J'ai pas tout en tête. Souvent, je dessine des squelettes, je me documente sur l'anatomie. Comme Léonard de Vinci, quoi. Ouais, alors j'ai appris que Léonard de Vinci, il y a le syndrome Léonard de Vinci. Ah oui? Ouais, qui consiste à s'intéresser à énormément de choses différentes et à pas trouver sa voie. Moi, quand j'ai vu ton travail et quand je vois un petit peu, quand tu nous racontes ce que vous faites, j'associe ça un petit peu au bricolage. Mais dans le bon sens du terme. Dans le sens où il y a une place un peu laissée à l'improvisation, dans le fait d'accueillir l'accidentel, le contingent, le fait de recomposer, de faire des détournements et produire un peu du sens avec des éléments qui sont déjà là en fait. Et je pense notamment à ton travail de scénographie, les marionnettes, les théâtres d'images, les bandes dessinées Rama, les structures en bois. Il y a toujours un mélange entre des structures assez pensées, presque des objets d'ingénieur, et un esprit toujours un peu de bricolage, de jeu qu'on peut facilement s'approprier. Est-ce que toi, cette figure du bricoleur, elle te parle? Oui, tout à fait. Je suis un bricoleur. Et le bricolage, c'est de l'art, tout à fait. On ne peut pas réduire le bricolage à quelque chose de technique. C'est vraiment... c'est de l'art dans le sens où c'est... comment est-ce qu'on dit? Il y a un effort intellectuel. C'est ça qui est la définition juridique de l'art, c'est si ça représente la personnalité de l'auteur et si ça représente aussi s'il y a un apport intellectuel. Donc on va prendre Léonard de Vinci. Léonard de Vinci, grand bricoleur. Et voilà, c'est indéniable que le bricolage... c'est de l'ingénierie, tout. Construire une maison, c'est du bricolage, et c'est quand on construit des maisons, on est architecte, c'est quand on fabrique des objets, une chaise, on est designer. Et oui, le bricolage, c'est de l'art. Et moi, comme je suis marionnettiste, j'ai fabriqué énormément de spectacles et de marionnettes, et c'est toujours... on ne va pas acheter les marionnettes dans un magasin, il faut les fabriquer. Il faut faire tous les mécanismes. La scénographie aussi, il faut le dispositif, le castelet, tout ça. Et là, tu pars à chaque fois de... Ça se fabrique. Ouais. Ça ne s'achète pas. Oui, c'est ça. Tu n'achètes pas les... Tu fabriques avec ce que tu as déjà? Moi, je fabrique avec... de plus en plus, je fabrique avec ce que je trouve dans la nature. Donc maintenant que je vis à la campagne, je travaille avec la terre, avec la paille, donc avec l'argile, avec la paille, avec le sable. La chaux, je l'achète, la chaux, si je fais de la maçonnerie. Mais je pourrais prendre du calcaire, le brûler et faire de la chaux, c'est comme ça qu'on fait la chaux. Et puis le bambou, je récupère, je récolte le bambou. Il y a aussi une histoire d'économie de moyens. Les premiers spectacles de marionnettes que j'ai faits, c'était des marionnettes en carton. Effectivement, j'avais pas beaucoup de moyens. Effectivement, j'étais très content d'arriver à plein de choses d'arriver à faire énormément de choses avec peu, avec du carton, avec des objets de récupération. Ouais, il y a quelque chose de plaisant. C'est aussi une esthétique.
C'est aussi une esthétique d'art pauvre. Ouais. Comment tu définirais justement ton esthétique à toi, avec tes propres... En ce moment, oui, pas mal une esthétique proche de la nature, en lien avec la nature, à la fois dans les motifs. J'aime représenter des motifs naturels, floraux, végétaux, animaux, minéraux. J'aime bien, j'aime ça, à la fois dans la thématique, mais aussi dans ce que ça exprime. Dans ce que ça exprime par rapport à... J'allais dire spirituellement. Mais... Ah ok, ouais. Ouais. Et puis après, si je bricole, là, ouais, j'adore bricoler avec du bois que je vais récolter dans la nature, du bambou, des branches, ça peut être du laurier, des choses comme ça, ou prendre des feuilles de lys séchées pour faire des ligatures, prendre des ronces, faire des ligatures, et de plus en plus... T'as l'impression que ta pratique, elle a évolué aussi Oui, parce que avant je bricolais, j'achetais beaucoup plus de matériaux. Enfin, je connaissais pas avant de découvrir les matériaux naturels. Enfin, avant de découvrir le bambou, j'achetais des tasseaux au magasin de bricolage. Après, j'ai découvert qu'on pouvait couper des arbres, des tiges. Mais c'est pas. Je l'ai appris ça. Je l'ai appris. C'est pas. En fait, de toute façon, avant, j'étais pas dans la forêt, donc en ville, j'allais pas couper les arbres, les branches des arbres. C'est enfin un retour à la nature. Et cette évolution, est-ce que c'est une évolution qui vient aussi de réflexion sur l'évolution de la société, sur la transition, sur les transitions un petit peu qu'on observe dans la société Oui, certainement, mais je revendique rien par rapport à ça. Ça s'est fait naturellement. Oui, enfin, voilà, ça s'est fait en tout cas. Je sais pas si ça s'est fait naturellement, mais ça s'est fait quoi. Enfin oui, naturellement. Pas naturellement parce que j'expliquais que, tu vois, j'ai appris finalement. Donc on n'est pas dans la nature, on est dans la culture, on est dans l'apprentissage, tu vois, c'est un cheminement qui va, ça se fait, entre guillemets c'est naturel, mais ça, finalement c'est plus intellectuellement, on va vers quelque chose qui nous convient le mieux. Même sur cette question de la transition, tu dis que c'est pas nécessairement de manière très consciente ou quoi. Moi, sur la question de l'engagement, je voulais t'interroger un peu parce que j'ai l'impression que tu fais quand même un art assez populaire, dans le sens un art, pas dans le sens un art de masse, mais dans le sens d'un art proche du peuple. Je pense aussi aux affiches de festivals, de spectacles que tu as réalisés, où à chaque fois c'était des événements populaires. Il y a la fête des violons populaires, la semaine païenne. Et je trouvais que c'était un peu à contresens presque des normes visuelles standardisées, modernes qu'on peut observer aujourd'hui. Je pense aussi à la tradition napolitaine des guaratelles, ces marionnettes dont tu parlais tout à l'heure. Et autres reprises d'un patrimoine culturel plus ou moins ancien que tu fais. On perçoit donc un intérêt pour les cultures populaires, mais aussi en fin de compte pour les questions sociales et politiques qu'elles peuvent soulever. Quand même, est-ce que tu dirais que tu es un artiste engagé de ce point de vue-là ou pas ? Par rapport à l'art populaire, moi oui, je suis plus dans une approche populaire de la pratique artistique. Je fais pas d'art contemporain. Je suis pas dans cette approche-là, par exemple. Après, il y a plein d'arts que je fais pas de cinéma vraiment. Enfin, je fais pas de. Je suis plutôt issu de l'illustration, donc qui est considéré plus comme un art populaire. La bande dessinée, c'est pas considéré. Je pense qu'il y a plein de gens, ils considèrent même pas ça vraiment comme un art, l'illustration. Par exemple, Mickey ou Tintin ou Astérix. Enfin, dans les années 60, c'était pas considéré du tout comme un art. Même la marionnette ou le cirque, on va prendre tout ce qui est illustration, cirque et marionnette.
ça a été considéré, élevé au rang d'art véritable dans les années 70-80. Et moi, oui, je suis proche de ces formes populaires d'art, quoi, le cirque, théâtre de marionnettes. Par exemple, la marionnette était pas considérée comme un théâtre au sens noble du terme. C'est pas... voilà. Et donc oui, j'aime bien, je suis plus dans cette frange, catégorie d'art. Et justement, par rapport à ces marionnettes dont tu parles, tu fais des spectacles de marionnettes ? Actuellement, non. Actuellement, non. Non. Ok. Non. Et c'est quelque chose qui se fait encore beaucoup ou c'est un peu une forme de résistance déjà de faire de la marionnette ? De résistance à quoi ? De faire persister un peu ces médiums un peu traditionnels, Ah oui. Ces traditions. Parce qu'il y a une époque justement où c'était très répandu. Ouais, c'est un peu comme les conteurs qui ont été... les conteurs, c'est une forme d'art traditionnel qui était plus répandue avant l'ère de la télévision. Donc, la télévision a clairement diminué les veillées contes, par exemple. Ouais. Et je pense que le théâtre de rue aussi a été vachement diminué par l'avènement de la télévision. Je pense qu'il y avait plus d'art de rue dans le temps. Maintenant, l'art de rue aussi, c'est complètement institutionnalisé. C'est devenu quelque chose qui est dans des festivals, qui est compartimenté dans des festivals. Est-ce que tu penses qu'il y a des artistes engagés, des artistes qui font vraiment de la politique et que d'autres le sont un peu moins ? Ou est-ce que déjà quand on fait de l'art, on n'est pas d'une certaine manière déjà engagé ? Est-ce que ça dit pas quelque chose aussi ce qu'on fait en art ? Est-ce que c'est pas déjà un discours politique ? Oui, quoi qu'on fasse, il y a une dimension politique à ce que font les hommes, mais c'est pas le propre des artistes. Enfin, c'est pas limité ou c'est pas particulier aux artistes. En fait, tout le monde, toute personne, tout citoyen, en fait, occupe une position sociale. Du coup, un positionnement politique dans la catégorie des profs. Les profs, par exemple, les enseignants, ils ont plus, ils représentent plus une certaine mouvance politique. Les policiers, ils vont représenter plus une autre mouvance politique. Enfin, toute catégorie, quelque part, c'est ça, la politique, ça vient de police, la cité. Et du coup, la cité, ça envoie aux citoyens. Et chaque citoyen, du moment qu'on participe plus ou moins à l'organisation de la société, on se positionne quelque part dans cet échiquier politique. Merci beaucoup, Julien. Merci à vous. Merci à vous, auditeurs et auditrices, d'avoir écouté cet épisode de Détour d'été, un podcast produit par Peuple et Culture et réalisé par Laura Safier et Marianne Mabi. Tous les épisodes de la série sont à retrouver sur SoundCloud et Spotify. À bientôt!